Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une autre formation, cette fois-ci sur un élément très important que vous devez vraiment connaître et approfondir. Il s'agit des fonctions. Premièrement, commençons avec une définition que j'ai trouvée sur Wikipédia et qui parle de traitement de données. Et vous allez voir comment c'est relié aux fonctions. Quand on parle de traitement de données en informatique, le terme décrit une série de processus qui permet d'extraire de l'information ou de produire du savoir à partir de données brutes. Ces processus, une fois programmés, et le mot programmé est intéressant ici, sont le plus souvent automatisés à l'aide d'ordinateurs. Ce qu'on essaie de vous montrer ici, c'est qu'une fonction est un élément qui est programmé à l'intérieur des applications et qui vous permet de traiter les informations et d'extraire l'information que vous avez besoin. C'est l'élément le plus important. J'ai ma propre définition ici. C'est une opération qui vous permet de traiter ou d'extraire de l'information à partir de ces séries de données. Et l'élément que j'adore bien de la définition qu'il y a ici, il y a deux éléments. Elle vous permet de produire du savoir à partir de ces éléments-là, mais aussi, elle vous permet d'automatiser le travail. Alors, ce n'est pas à vous à faire le travail, vous laissez le travail de traiter les données à l'ordinateur, à l'application, avec les fonctions que vous avez demandé d'utiliser. Bon, regardons une fonction que vous avez certainement utilisée à un moment donné à un autre, celle d'Excel, qui est la somme pour un bloc de cellules. Vous allez retrouver les fonctions dans toutes les applications que vous allez utiliser. Il n'y a pas d'application importante dans laquelle vous ne retrouverez pas de fonctions. Les fonctions sont nécessaires pour aller chercher vraiment la performance des applications. Alors, je vous donne un autre exemple ici de la fonction somme. Mais oui, la somme, ce n'est pas limité seulement à Excel. On a besoin de faire la somme sur d'autres genres d'opérations. Et la ligne que vous voyez ici, c'est pour faire la somme, oui, mais sur la quantité commandée multipliée par le prix du produit. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de faire ici? On a commandé 100 vélos à 200 $ l'unité. On le sait cela. La commande suivante, on a commandé 50 paires de patins de roulettes à 95 $ l'unité. Et donc, on regroupe toutes les commandes qu'on a faites pour trouver la somme. Et on trouvera de cette façon-là le grand total des ventes qu'on a fait pour la période qu'on a demandé. Voyez-vous, la somme est utilisée tout partout et il y a des centaines de fonctions que vous pouvez utiliser dans différentes applications. Alors maintenant, regardons les composantes comme telles. Eh bien, le premier, c'est le nom de la fonction que vous allez utiliser. Qu'est-ce qu'elle est supposée de faire? C'est ensuite suivi d'une parenthèse. Et à l'intérieur de ces parenthèses-là, on va mettre les paramètres ou les éléments d'information qui sont requis pour que la fonction nous donne un résultat escompté. Bon, je mets ici aussi le terme argument. C'est le terme qui est utilisé par Microsoft Excel pour décrire les paramètres ou les brides d'information qui sont requises pour faire fonctionner la fonction. Si vous regardez dans la documentation tout partout et on parle d'arguments d'Excel, comprenez qu'on parle de paramètres qui sont requis pour la fonction. Et ensuite, les fonctions ont besoin généralement de plusieurs paramètres. Alors, il faut aussi inclure un séparateur d'arguments. À l'intérieur de Excel, en français, le séparateur d'arguments, c'est le point-virgule. Mais si vous utilisez Excel en anglais des États-Unis, le séparateur est une virgule. Ne soyez pas surpris que le séparateur d'arguments soit différent d'une application à une autre. C'est juste un petit ajustement à faire. Et aussi, à l'intérieur de Excel, un autre élément qui est intéressant, c'est qu'il y a des arguments optionnels. Lorsqu'on vous voyez le nom de la fonction, généralement au bout, vous pouvez voir un ou deux arguments optionnels qui sont entre crochets. Ils ne sont pas nécessaires pour qu'elle fonctionne, mais elles vous donnent des options supplémentaires et rendent la fonction encore plus intéressante, qui a encore plus de potentiel. Ça, c'est une chose que vous allez voir à l'intérieur d'Excel et que vous pourrez utiliser. Regardons une autre fonction d'Excel qui est très importante, c'est la fonction si. Et comme vous voyez ici, elle a trois arguments. On a la condition, qu'est-ce qu'on doit vérifier, et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire lorsque cette condition est vraie et lorsque cette condition est fausse. Et donc, on a tous les éléments pour faire fonctionner cette fonction-ci ici. Il y a un autre élément qui est encore plus intéressant, c'est les fonctions imbriquées, où on utilise des fonctions à l'intérieur d'autres fonctions.
et pour rendre les fonctions ou le potentiel de la série de fonctions encore plus puissantes que vous pouvez utiliser. Reprenons l'exemple ici de la fonction aussi, mais j'ai inclus à l'intérieur une autre fonction. Si la moyenne de notre étendue est supérieure ou égale à 100, eh bien à ce moment-ci, que dois-je faire lorsque c'est vrai? Que dois-je faire lorsque c'est faux? On utilise la fonction moyenne à l'intérieur d'un des arguments. On ne peut pas la distribuer sur plusieurs arguments. Elle doit être à l'intérieur d'un des paramètres et vous avez le séparateur qui est bel et bien ici pour indiquer où commence un paramètre et où commence le prochain. Ici, on a si la moyenne est supérieure ou égale à 100, parfait. Voici qu'est-ce qu'on fait. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Une autre possibilité est d'utiliser les fonctions et ou pour rendre la fonction si encore plus puissante. La limitation de la fonction si, telle qu'elle est mentionnée ici, c'est qu'on vérifie une condition à la fois. Mais très souvent, vous allez vous retrouver avec des conditions où vous avez plusieurs conditions à vérifier en même temps. Donc, vous pouvez utiliser la fonction et ou pour régler votre problème. Avec la fonction et, il faut qu'on s'assure que la première condition et la deuxième condition et la troisième condition et les conditions suivantes soient tous vraies pour avoir un résultat vrai. Si l'une des conditions est fausse, alors le résultat sera faux. Alors qu'avec la fonction ou, c'est l'inverse. Si l'une des conditions est vraie, le résultat va être vrai. Si toutes les conditions sont fausses, à ce moment-là, le résultat sera faux. Mais voyez-vous, de cette façon-là, on augmente le potentiel de la fonction aussi en utilisant les fonctions et ou pour vérifier plusieurs conditions en même temps et donc rendre votre travail plus puissant qu'il était auparavant. Alors, pour résumer, les fonctions traitent les données désirées automatiquement. Vous donnez les ordres aux fonctions pour traiter les données. Et ensuite, c'est l'ordinateur qui fait le travail. Alors, ceci vous libère pas pour traiter les données, mais pour les analyser. Vous analysez les résultats, laissez tout ce qui est traitement aux applications que vous allez utiliser. Vous n'êtes pas là pour traiter les données, vous êtes là pour analyser les résultats. À chaque fois qu'il est possible, utilisez une fonction pour traiter les données. Ils peuvent vous aider à créer les outils que vous allez avoir besoin tous les jours ou créer les modèles que vous avez besoin. Et de cette façon, vous allez automatiser vos travaux et vous pourrez vous concentrer sur l'analyse. Et je vous encourage à apprendre le plus de fonctions possible. Le plus de fonctions que vous comprenez et que vous appliquez, le plus que vous allez être tenté de les utiliser dans vos travaux de tous les jours. Et donc, vous allez devenir plus performant, vous allez être capable de réaliser plus de tâches que vous pourriez le faire autrement. Et éventuellement, on pourra reconnaître votre travail pour tout ce que vous avez fait. C'est très important d'aller chercher tout le potentiel des applications en apprenant leurs fonctions. La prochaine partie consiste à regarder comment on peut utiliser certaines fonctions à l'intérieur d'applications, certaines que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas. Allons-y. Et nous voici dans la dernière version de Word. Word a des fonctions? Oh oui qu'il y en a, et c'est très intéressant. Regardez, je vais vous donner juste un tout petit exemple. Je vais insérer un tableau. On va juste faire 5 par 2, voilà. Et je vais juste écrire 1, 2, 3 et 4. Alors, je mets mon curseur en dessous. Je vais dans Mise en page ici et je vais choisir les formules. Ben oui, il y a des formules de disponibles. Regardez ça ici. Je veux faire la somme. Quel est le format de présentation? Bien, on va le mettre en signe monétaire, disons. Et je peux insérer d'autres fonctions. Regardez, je ne suis pas limité à la somme. La valeur absolue et la moyenne comptée si l'intégrale, le maximum, les minimums, le produit, la somme, on vient de le faire. Et si vrai, puis il doit avoir si faux à un moment donné. Alors nous autres, on garde la somme ici, des valeurs qui sont au-dessus. J'appuie sur OK, et voilà. Et si je viens changer une valeur, bon, supposons que je recherche une fonction en particulier, mais je ne sais pas le nom de cette fonction-là. Alors avec l'assistant de fonction, je peux trouver le nom de la fonction et ensuite être capable de l'utiliser. Éventuellement, je vais connaître assez bien la fonction pour l'utiliser sans avoir besoin d'aide de l'assistant. L'assistant, c'est bon pour commencer, mais c'est une béquille pour commencer. Ensuite, vous allez vouloir marcher et courir. Et donc, vous allez avoir besoin de bien connaître la fonction avec ses paramètres ou avec ses arguments pour Excel et performer de cette façon-là.
C'est important pour l'assistant et très important pour vous aider à trouver les fonctions, mais c'est à vous à les apprendre et les utiliser correctement par la suite. Regardons ici, je veux faire un paiement d'hypothèque et je ne connais pas le nom de la fonction. Alors, regardons ce que ça nous donne. Alors, fait paiement hypothèque. Voilà, j'ai utilisé toutes les fonctions et si vous regardez ici, vous les voyez tous. Et j'appuie sur le bouton rechercher et il me trouve absolument rien. Il me recommande absolument rien. Vous devez comprendre que j'ai essayé ça avec les fonctions précédentes de Excel. Ça fonctionnait très bien, mais pour cette version-ci, il ne veut rien savoir. Donc, on va utiliser un autre terme. Et c'est tout à fait normal que ce n'est pas au premier coup que vous allez trouver la fonction que vous avez besoin. Disons paiement de versement. Et on va choisir tous. Voilà. Et on appuie sur rechercher. Ah, là, il nous offre seulement deux options. La première, NPM, renvoie le nombre de paiements d'un investissement. Non, c'est pas ça que j'ai besoin. Voir VPM, et on a la définition en dessous, calcule le montant total de chaque remboursement. Ah, voilà ce que j'ai besoin. D'un investissement à remboursement et un taux d'intérêt constant. Alors, on présume que les versements vont être constants et que le taux d'intérêt va être aussi constant pour toute la période. Si vous avez besoin de plus d'aide aussi, vous avez aide sur cette fonction ici. Alors, cliquez sur le lien. Ça va ouvrir l'Internet et ça va vous amener à une page qui décrit plus clairement toutes les possibilités de cette fonction-là. Alors, c'est une chose très intéressante. Si vous avez éprouvé des difficultés, peut-être que vous n'avez pas utilisé correctement un argument ou un paramètre de la fonction. Alors, vous avez toujours de l'aide pour regarder. On appuie sur le bouton OK ici et on a la liste des arguments. Dans Excel, c'est des arguments ou les paramètres que vous avez besoin. Et vous avez une définition en dessous. Alors, mon curseur est dans taux, le taux d'intérêt de prêt par période. Supposons qu'on a un taux annuel de 6 et qu'on fait un paiement à chaque trimestre, alors c'est 6 divisé par 4. NPM, c'est le nombre total de versements remboursés et VA, la valeur actuelle. Et vous pourriez continuer comme ça. Alors, vous voyez, les trois ici sont en gras. Ce sont des paramètres ou des arguments qui sont obligatoires, alors que les deux autres sont optionnels. Je vous avais parlé que dans Excel, certains paramètres ou arguments sont optionnels. On en voit ici dans la fonction VPM. Je vais juste appuyer sur Annuler ici. Et ensuite, je vais vous montrer d'autres fonctions qui sont disponibles dans Excel. Encore une fois, dans Excel, on peut regarder d'autres options qui sont disponibles et on va parler ici de tableau croisé dynamique. J'ai quelques vidéos qui expliquent les tableaux croisés dynamiques déjà. C'est juste qu'on prend une liste de données et on fait des analyses là-dessus. Je vais juste vous montrer un élément. J'ai ma liste de données ici. La première ligne, ce sont les titres qui décrivent les données qu'on retrouve dans chacune des colonnes. Et je vais dans Insertion, Tableau croisé dynamique. Ma série de données est bel et bien sélectionnée et je vais juste appuyer sur le bouton OK. Ici, tout ce que je vais demander de faire, c'est de faire le total des salaires selon l'occupation à l'intérieur de l'entreprise. Vous voyez, somme de salaire. Maintenant, je vais dans les paramètres ici, je vais les paramètres du champ. La première chose qu'on vous indique, c'est le type d'opération mathématique que vous pouvez faire sur les données. Alors, on peut faire la somme, compter combien qu'il y en a, la moyenne, le maximum, le minimum, le produit, l'écart type, la variance. Ce sont tous des fonctions que vous pouvez utiliser pour traiter les données que vous avez ici. Je peux très rapidement aller voir quelle est la plus petite valeur, quelle est la plus grande valeur, quelle est la moyenne, ou voir combien de personnes se retrouvent dans chacun des départements. Voyez-vous, c'est très facile d'utiliser des fonctions à l'intérieur d'un tableau croisé dynamique. Maintenant, allons voir d'autres applications. Nous sommes maintenant dans le système de base de données de Microsoft qui s'appelle Microsoft Access. J'ai déjà ouvert une base de données qui a de l'information dans différentes tables et j'ai été sur l'option Créer. Vous avez tous les éléments qu'on peut ajouter, mais moi ce que je veux créer très rapidement pour vous montrer l'élément important, les fonctions, c'est de créer une requête d'information. Et là, on me demande quelles sont les tables avec l'information. Alors, regardez, on va faire ça simple, on va dire facture, les items et l'inventaire qu'on a. Alors ça, c'est les champs avec les informations qu'on a besoin. Par exemple, je pourrais dire, j'ai besoin du numéro de facture, j'ai besoin de la quantité qui a été vendue, la description, le prix unitaire
et je veux faire le total ici. Alors, la quantité fois le prix. Alors, total, on va dire, 2 points. Ça va être le nom du champ, mais là, j'ai besoin de faire un calcul. Je peux le faire manuellement à l'intérieur de la case, mais c'est plus facile d'utiliser le générateur d'expression ici et d'écrire la formule comme telle et d'appuyer sur OK par la suite. Mais l'avantage d'utiliser le générateur d'expression, non seulement pour les requêtes d'information, mais aussi dans les formulaires, dans les états et dans la programmation comme telle, c'est qu'il vous permet d'accéder aux fonctions qui sont ici et aux fonctions intégrées à l'intérieur de Access. Et là, vous avez dans la colonne du milieu les différentes catégories et la colonne de droite affiche la liste des fonctions que vous pouvez utiliser. Le jour de la semaine, maintenant, la minute comme telle, le mois, l'année et ainsi de suite. C'est des choses très intéressantes. Et regardez la liste des catégories et la liste des fonctions qui sont disponibles. Quel est le potentiel que vous pouvez utiliser avec toutes ces fonctions-là? C'est pour ça que je voulais vous montrer les fonctions à l'intérieur de Access. Vous avez juste à activer le générateur d'expression, voir les fonctions intégrées et regarder tout le potentiel que vous avez que vous pouvez utiliser.